Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur même de l'intelligence artificielle pour comprendre un truc absolument fondamental. Comment une machine apprend-elle au juste? Imaginez un instant que vous êtes prof, sauf que votre élève, ce n'est pas un humain, c'est un algorithme. Et votre boulot, ce n'est pas tant de lui donner les bonnes réponses, non, c'est de lui faire comprendre à quel point ses erreurs sont, coûteuses. C'est exactement ça le rôle des fonctions de coût. Alors voilà la grande question. Comment est-ce qu'un ordinateur, une machine qui part de zéro, arrive à apprendre à faire la différence entre le vrai et le faux? Comment apprend-il à prédire le prix d'une maison ou à écrire un texte qui a du sens? Eh bien, la réponse est assez surprenante et en même temps terriblement logique. Une machine, elle n'apprend pas en visant la perfection dès le départ. Ça, ce serait juste impossible. En fait, elle apprend en mesurant précisément à quel point elle se trompe. Chaque erreur, chaque approximation a un prix, un coût. Et tout le jeu de l'apprentissage, c'est de réduire ce coût au strict minimum. Ok, pour bien piger tout ça, voici notre plan de match. D'abord, on va regarder ce que j'appelle le bulletin de notes de l'IA. Ensuite, on verra comment, concrètement, elle apprend de ses erreurs. Après ça, on ouvrira la fameuse boîte à outils des fonctions de coût. Puis, on montera d'un cran en voyant comment on lui apprend des choses plus subtiles, comme nos préférences humaines, et on finira par voir les limites de tout ça parce que bien sûr, rien n'est parfait. Allez, c'est parti. Première étape, le bulletin de notes. Pour qu'une intelligence artificielle puisse progresser, il faut bien un moyen de lui donner une note, non? C'est tout le concept du coût d'une erreur. Alors, une fonction de coût, ou loss function comme on dit tout le temps, c'est quoi? C'est tout simplement une formule mathématique. Mais il faut la voir comme un juge ou un prof un peu sévère. Elle regarde ce que le modèle a prédit, elle compare ça avec la vraie réponse et elle met une note, un score. Et la règle est simple, plus t'es loin de la vérité, plus ta note est mauvaise, plus le coût est élevé. C'est vraiment ça, le bulletin de notes du modèle distribué en continu pendant tout son apprentissage. Bon, avoir une note, c'est une chose. Mais comment est-ce qu'on passe d'une mauvaise note à un véritable apprentissage? C'est bien beau de savoir qu'on s'est trompé, mais l'objectif, c'est de s'améliorer, n'est-ce pas? Regardez cette courbe, c'est l'analogie parfaite. Imaginez-vous en randonnée, perdu dans une immense vallée, en plein brouillard. Votre but, trouver le point le plus bas. Vous ne voyez rien, mais vous sentez la pente sous vos pieds. Si ça descend, vous savez que vous allez dans la bonne direction. Eh bien pour un algorithme, c'est pareil. Cette courbe, c'est le paysage de toutes les erreurs possibles. Le score de la fonction de coût, c'est la pente. L'algorithme la sent et il va juste descendre, pas après pas, pour trouver le creux de la vallée, le point où son erreur est la plus faible possible. Donc en pratique, comment ça se passe? C'est une boucle qui tourne sans arrêt. Étape 1, le modèle tente une prédiction. Étape 2, la fonction de coût calcule l'erreur. Étape 3, un algorithme, l'optimiseur, ajuste un tout petit peu les millions de réglages internes du modèle pour que la prochaine fois ce soit un chouïa mieux. Et on recommence, prédire, calculer, ajuster. Mais attention, on ne parle pas de faire ça 10 fois, on parle de millions, voire de milliards de répétitions. C'est ça l'apprentissage machine, une persévérance de brute. Maintenant, un point super important. Il n'y a pas une seule fonction de coût universelle. Ce serait trop simple. En réalité, c'est toute une boîte à outils. Et pour chaque problème, il faut choisir le bon. Le choix de l'outil dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Par exemple, si vous voulez prédire un prix, mettons celui d'un appartement, vous utiliserez quelque chose comme la MSLOS. Son truc à elle, c'est de punir très durement les grosses erreurs. Par contre, si votre IA doit dire si une photo contient un chat ou un chien, vous prendrez plutôt une cross-anthropilos. Elle, ce qu'elle déteste, c'est quand le modèle est super sûr de lui et qu'il se plante complètement. Elle va le pénaliser à mort dans ce cas. Bref, à chaque tâche, sa propre définition de ce qu'est une erreur grave. Et la boîte à outils va encore plus loin. Il y a des fonctions hyper spécialisées, comme la focal loss. Imaginez un prof qui, au lieu de faire réviser toute la classe, se concentre uniquement sur les élèves qui ont le plus de mal. C'est ça, la focal loss. Elle dit au modèle « Arrête de perdre ton temps sur les exemples que tu maîtrises déjà et concentre-toi sur ceux que tu n'arrives pas à classer ». On voit bien que choisir sa fonction de coût, ce n'est pas juste un détail technique. C'est une décision qui va complètement façonner le comportement de notre IA. D'accord, jusqu'ici on a parlé de vrai ou de faux, de juste ou de pas juste. C'était assez binaire. Mais la vie est plus compliquée, non? Comment on fait pour apprendre à une IA la nuance, la différence entre une réponse qui est pas mal et une réponse qui est vraiment excellente? La méthode classique, le SFT, c'était simple. On donnait une question et la bonne réponse. Point. Le modèle devait juste copier. Mais les nouvelles approches, comme le DPO, sont beaucoup plus malignes. Au lieu d'une seule bonne réponse, on donne au modèle une question, puis deux réponses possibles. Une qu'un humain a préférée et une qu'il a rejetée. L'objectif change du tout au tout. On ne demande plus à l'IA d'imiter bêtement, on lui demande de comprendre pourquoi une réponse est meilleure qu'une autre. On passe de l'imitation à la préférence. Et ce fameux DPO, c'est une petite révolution. Avant, pour faire ça, on utilisait des techniques super lourdes comme le RLHF. C'était une véritable usine à gaz. Il fallait entraîner un deuxième modèle juste pour servir d'arbitre, c'était instable.
Le DPO, lui, intègre directement cette idée de préférence dans la fonction de coût. Résultat, c'est plus simple, plus stable et ça marche du tonnerre. Alors pourquoi c'est une telle percée? C'est simple, plus besoin de ce deuxième modèle complexe qui servait d'arbitre. Du coup, l'entraînement est beaucoup plus stable et consomme moins de ressources. Et cerise sur le gâteau, les résultats sont aussi bons, voire meilleurs. On arrive à aligner le modèle sur ce que les humains préfèrent, mais de manière beaucoup plus directe et efficace. Mais attention, cette course pour obtenir le plus petit score possible, le score mathématiquement parfait, ça a des limites. Parce que le monde réel, lui, il est désordonné. Il est rarement aussi simple et élégant que nos belles équations. Cette citation résume tout le problème. Pensez à un truc tout bête, prendre un avion. Si vous arrivez 5 minutes en avance, super. Si vous arrivez 1 minute en retard, l'avion est parti, c'est la catastrophe. Le coût n'a rien à voir. 5 minutes d'avance, c'est un petit gain. 1 minute de retard, c'est une perte totale. Le coût n'est absolument pas symétrique. Or, la plupart de nos fonctions de coût classiques, elles, le sont. Et là, on a un vrai problème. Si la fonction de coût de votre IA ne reflète pas le coût dans la vraie vie, alors elle va optimiser pour la mauvaise chose. Bon, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? Premièrement, la fonction de coût, c'est le bulletin de notes de l'IA. Deuxièmement, les modèles apprennent en essayant encore et encore de minimiser ce score. Troisièmement, il n'y a pas une fonction miracle, mais toute une boîte à outils, du plus simple au plus sophistiqué comme le DPO. Et enfin, le point le plus important, choisir une fonction de coût, ce n'est jamais anodin. C'est une décision énorme qui détermine tout le comportement futur de l'IA. Et ça nous amène à une dernière question. Une question un peu vertigineuse. Si c'est nous qui décidons ce qu'est une erreur, si c'est nous qui définissons le coût d'un mauvais comportement, est-ce qu'on n'est pas finalement en train de graver nos propres valeurs au cœur de ces machines? En définissant le coût de l'erreur, ne définit-on pas la morale de l'algorithme? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci de m'avoir écouté.